Merci d'être venus si nombreux. Hein. On est très content de voir que vous avez accepté de venir nous entendre pour des arguments qui sont très importants et très intéressants. Donc, je suis la doctoresse Salati, chef des services de l'oncologie ici à l'hôpital d'Arena. Je voulais aussi vous présenter et introduire Madame Valérie Seppé de la Ligue valaisan. Je lui laisse la parole, après je reprendrai après. Et, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Bénédicte Panès-Rudin, je suis l'infirmière chef de ce service. Et je vous remercie aussi pour votre présence nombreuse et votre intérêt. Hop là. Bonsoir à tous. J'ai la mission de vous présenter les associations qui sont présentes ce soir devant l'auditoire que vous avez pu voir. Pour commencer, je vous remercie infiniment toutes les associations qui œuvrent à l'aide et au suivi des patients au niveau oncologique. Et puis, j'ai pris ma petite liste parce que j'avais vraiment peur d'oublier les associations et j'en serais très malheureuse. Donc, en fait, d'abord, je vais vous présenter la Montezane, qui est une association qui propose, comme je pense que beaucoup connaissent, la course à pied, mais aussi elle propose des activités tout au long de l'année pour les femmes. Vous avez aussi les marraines du cancer du sein qui sont présents ce soir. Ce sont des femmes qui ont eu l'expérience et le vécu d'un cancer et qui sont à disposition pour accompagner les patientes qui ont envie de parler. Vous avez aussi Savoir Patient qui récolte les effets adverses des patients aussi avec un carnet de bord très enrichissant pour voir quel est l'impact en fait de la maladie et des traitements sur les patients. Vous avez aussi Ramé en Rose qui est présent ce soir, c'est le club d'avirons du Bouvray, une activité adaptée spécifiquement pour les femmes avec un cancer du sein. Action Margot, coaching, aide au retour au travail lors d'un cancer. La Ligue valaisanne contre le cancer et puis la Ligue vaudoise aussi est présente ce soir. Et puis vous avez aussi l'association K qui soutient Mouvement K, activité adaptée en cas de cancer. Là, vraiment, j'ai dit très brièvement, je vous encourage vraiment durant la pause à aller les visiter, les rencontrer. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Et j'invite aussi déjà les premiers orateurs, comme ça on ne perd pas de temps. Donc on a le docteur Enyu qui s'occupe effectivement cancer du sang ici à l'hôpital, médecin-chef dans notre service. Merci bien, Manuela. Bonsoir à toutes et à tous. On est vraiment heureux de vous avoir avec nous. On a préparé cette réunion depuis 1 an et demi, en fait. Mais il y a un petit virus qui nous a empêchés de vous avoir plus rapidement avec nous. Donc, je suis médecin cadre ici dans le service. J'ai aussi l'honneur d'être le directeur scientifique adjoint de l'École européenne de l'oncologie. Ce que je veux faire dans les 20 minutes à venir, c'est de discuter avec vous un peu les principes de traitement anti-hormonaux pour le cancer du sein et d'essayer de vous convaincre en fait de l'importance de ce traitement pour pouvoir bien après mettre en balance les bénéfices et les toxicités du traitement pour pouvoir prendre une décision juste pour le traitement. Je vais vous dire aussi, je vais vous montrer des données, mais je vais essayer d'avoir des messages assez simples pour expliquer comment et pourquoi on doit proposer des traitements et quelles sont les données sur lesquelles on base nos propositions de traitement. Donc là, on est au XXIe siècle, mais maintenant on discute vraiment de la thérapie ciblée, mais en fait le traitement hormonal, c'est la première thérapie ciblée qu'on connaît, et on connaît ça depuis plus d'un siècle. La thérapie hormonale est en fait le premier traitement ciblé qu'on connaît. Et comme je dis, on a beaucoup de recul, donc on connaît bien ce type de traitement. On a les données sur l'efficacité, on a aussi les données sur les toxicités. Et c'est pour ça que maintenant on peut discuter avec confiance sur les résultats. Le principe du traitement anti-hormonal est très simple. Là, vous avez en fait une cellule tumorale qui a à l'intérieur le nucléus. Le nucléus, il a des récepteurs pour l'œstrogène.
on va dire que à peu près 60% des cancers du sein ont une expression des récepteurs pour l'estrogène. 60%. Les autres 40%, ça ne rentre pas dans notre discussion d'aujourd'hui. Alors, l'estrogène, qui est l'hormone le plus important féminin, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va se lier au récepteur hormonal qui est là sur le nucléus, je ne sais pas si vous voyez mon... Oui, on le voit. Il va stimuler la multiplication et la division de la cellule. Et ça, on ne veut pas, parce qu'on veut limiter la multiplication des cellules cancéreuses. En fait, le but du traitement adjuvant, c'est d'éliminer toutes les micrométastases qui peuvent être quelque part dans notre corps. Donc, en fait, on a l'intérêt de bloquer cette action de l'estrogène sur la cellule tumorale pour empêcher la division de la cellule tumorale. On peut faire ça de deux manières très simples. Ou bien, on réduit la quantité d'estrogène qui sont dans le sang, qui peuvent stimuler la cellule tumorale, ou bien on va bloquer le récepteur. La première modalité donc, de réduction de quantité d'estrogène, on le fait par la suppression de la fonction ovarienne, parce que chez les femmes jeunes, en préménopause, l'ovaire est la principale source d'estrogène, ou bien chez la femme en ménopause, on va bloquer la production d'estrogène dans les tissus. L'autre alternative, c'est de bloquer les récepteurs pour l'estrogène. Je vous ai dit, les récepteurs sont sur le nucléus, et puis là, l'estrogène, quand il se lie à ces récepteurs, il va stimuler la tumeur. C'est le principe de la serrure et de la clé. Si s'il y a déjà une clé dans la serrure, on ne peut pas y mettre une autre. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le blocage des récepteurs. On utilise notamment le tamoxifène, qui est le plus vieux traitement anti-hormonal qu'on utilise pour le cancer du sein. Le tamoxifène, il bloque la serrure et puis l'estrogène, il ne peut plus se lier à ce récepteur pour stimuler la cellule. Donc, on a ces deux modalités. Ou bien on diminue la quantité d'estrogène, ou bien on bloque les récepteurs pour que l'estrogène ne peut pas arriver à stimuler la cellule. Bon, il y a plusieurs sources, en fait, pour l'estrogène. Chez la femme préménopausée, comme j'ai dit, c'est toujours l'ovaire qui est la source plus importante, mais chez les femmes en ménopause, l'estrogène, il est produit dans les muscles, dans la graisse, dans le foie. Et puis, l'estrogène, il est important pour les os, pour le cœur, pour beaucoup de choses dans notre corps. Donc, effectivement, c'est dommage de devoir limiter l'action de l'estrogène, mais on doit le faire juste parce qu'on ne veut pas que l'estrogène stimule la prolifération des cellules. Ça, c'est une chose que je ne sais pas si j'aurai le temps d'entrer dans le détail. En fait, ça, c'est les facteurs de risque pour développer un cancer du sein. Vous savez, le plus important facteur de risque, c'est être femme. Parce que les femmes ont 10 fois plus fréquent le cancer du sein que l'homme. Mais on voit le cancer du sein chez l'homme aussi. Donc, être femme et puis être en postménopause. Et ce qu'on montre ici, en fait, c'est, vous voyez, ça c'est l'âge, et ici on a le risque. Et il y a plusieurs choses qui peuvent diminuer le risque qui va augmenter avec l'âge. Par exemple, avoir un bon poids, par exemple, avoir des enfants, par exemple, avoir une diète qui est bonne. La diminution liée à la diète est, disons, 3%, qu'on ne boit pas d'alcool, 5%, de diminution de risque. Si on fait de l'activité physique, ça apporte beaucoup, moins de 11% sur les risques, et puis aussi l'allaitement, ça apporte beaucoup. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail, juste pour vous montrer qu'en fait tout ça a des liens avec le taux hormonal. Et donc le cancer du sein, plutôt chez la femme postménopausée, est lié toujours à des changements hormonaux. Après, l'âge et aussi l'activité physique, c'est pas tout.
parce qu'on ne peut pas juger seulement les apparences. Il y a tout ce que je vous ai dit déjà, l'histoire familiale, aussi les autres peut-être pathologies associées. Et ça complique un peu les choses, parce qu'on doit prendre en considération beaucoup des éléments, pas seulement si le patient est fit ou pas fit, si il a un bon poids ou bien il n'a pas un bon poids. Après, une autre notion très importante pour le cancer du sein hormonodépendant, c'est qu'il y a une longue histoire naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut voir des récidives, des récurrences, même 10 ans, 11 ans après le diagnostic. Ici, encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la courbe en bleu vous montre l'évolution du risque. Ici, on a les années après diagnostic, de 0 à 11 ans, par exemple, ici. Et puis ici, c'est l'évolution du risque de développer une récidive. On voit qu'il y a plus de risques dans les premières 5 ans, mais quand même, le risque, il reste élevé, et même plus élevé que chez les patientes qui n'ont pas de récepteurs hormonaux, pour encore 5 ans ou plus. Ça parle pour un mécanisme qui est lié à cette stimulation hormonale, ça parle aussi pour l'intérêt d'avoir une thérapie qui agit sur des années et des années. Ça parle aussi pour la nécessité de prévoir maintenant des thérapies qui vont jusqu'à 10 ans peut-être pour certaines patientes, pour traiter ce risque résiduel qu'on voit sur cette diapo. Après, les données, encore une fois, des courbes, je vais vous expliquer. Ça, en fait, c'est l'analyse des plus de 10 000 patientes, vous voyez ici. La moitié ont reçu le tamoxifène, la moitié, ils n'ont pas reçu le tamoxifène. C'était des données des études qu'on a fait il y a 20 ans, 30 ans même. Et puis ici, dans cette image, on a le suivi, vous voyez, 5, 10 à 15 ans. Et puis ici, il y a le taux de recurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a la courbe des patientes qui ont pris le tamoxifène et on peut apprécier qu'à 15 ans du traitement, on a vu à peu près 33% des récurrences. C'est-à-dire sur 100 patientes, on a vu 33 qui ont fait une récurrence. Pour les patientes qui n'ont pris du tamoxifène, le contrôle, on voit que c'est 46%. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une différence de 30%. Donc sur 100 femmes, à 15 ans, si on ne prend pas l'hormonothérapie, on voit 13 récurrences de plus chez les patientes qui n'ont pas pris le tamoxifène. Ça veut dire en fait une réduction relative du risque de à peu près 40%. Donc on part dans cette longue histoire avec le cancer du sein avec un risque après la chirurgie. Et puis ce risque avec l'hormonothérapie peut être diminué à peu près par 40%. À noter que, par exemple, la chimiothérapie adjuvante qu'on propose chez les patientes vont réduire le risque par seulement 33%. Si on parle des décès, on n'aime pas parler des décès, mais on doit regarder les chiffres. Et en fait, à 15 ans, on voit que chez les femmes qui ont pris le tamoxifène, il y a à peu près 23% qui ont développé, qui sont mortes, et puis le contrôle, c'est 32%. Donc, il y a une différence de 10 patientes. Est-ce que c'est important? Je pense que c'est très important. À noter encore une fois que ça, c'est une réduction du risque de 30%, et à noter aussi que la chimiothérapie dans la même situation, avec l'alopécie, avec les nausées et tout ce que ça nous apporte un bénéfice d'à peu près 17%. Bon, on a le tamoxifène, on a les inhibiteurs d'aromatase. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux? En termes de survie, aucune. Donc, l'inhibiteur d'aromatase n'apporte rien en matière de survie, comme on peut apprécier sur ce dessin à votre gauche. Par contre, ça diminue, l'inhibiteur d'aromatase a un bénéfice de diminuer le taux de récurrence. Pour vous, le message, c'est que, en fait, les inhibiteurs d'aromatase sont un peu plus efficaces en matière de bloquer ou bien d'éviter les récurrences, mais ça ne change pas la survie. Donc, s'il y a un problème de tolérance, on peut toujours
aller sur un autre médicament juste parce que le bénéfice de l'hormonothérapie est tellement important qu'en fait, et qu'il n'y a pas de différence en survie globale avec le tamoxifène ou l'inhibiteur d'aromatase. Juste un tout petit peu sur la suppression de la fonction ovarienne chez les femmes préménopausées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des études qui ont montré qu'en fait, la suppression de la fonction ovarienne va apporter de 4 à 7% de bénéfices pour les jeunes patientes. Et malheureusement, ça apporte beaucoup plus de toxicité chez les jeunes patientes, mais c'est aussi justifié parce que les jeunes patientes ont un parcours plus important devant elles. Donc déjà, on doit continuer à diminuer le risque. On a maintenant des données de suivi pour des patientes jusqu'à 20 ans. Et puis, c'est important des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce que je dois faire ça? J'ai eu une toute petite tumeur, les ganglions ont été négatifs, pourquoi je dois prendre l'hormonothérapie? Mais parce que, malheureusement, pour les patientes qui ont des ganglions négatifs, on voit quand même, après 20 ans de suivi, qu'il y a 22 patientes sur 100 qui peuvent développer une récurrence. Ça, ce n'est pas négligeable. À la fin. C'est clair que pour les patients qui ont beaucoup plus de ganglions, comme on voit ici, de 4 à 9 ganglions, 1 sur 2 peuvent développer une récurrence malheureusement, mais et donc pour les patientes avec des ganglions négatifs, quand même 1 sur 5 peuvent développer une récurrence. Alors, avantages et risques potentiels. Les 2 médicaments ont des toxicités un peu différentes. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais les 2 vont diminuer le risque de développer un cancer de l'autre côté, un cancer du sein de l'autre côté. Le tamoxifène diminue le risque d'ostéoporose parce que le tamoxifène protège les os contre l'ostéoporose. On va voir que l'inhibiteur d'aromatase va augmenter le risque d'ostéoporose. Il y a moins de douleurs articulaires avec le tamoxifène, mais il y a quand même plus de bouffées de chaleur et puis il y a le risque des toxicités rares mais importantes comme la thromboembolie ou le cancer de l'endomètre. En ce qui concerne l'inhibiteur d'aromatase, il y a aussi la diminution d'un cancer de l'autre côté. Il y a moins de thrombose, moins de cancer de l'endomètre par rapport au tamoxifène, mais il y a un peu plus d'arthralgie, de myalgie, environ 50%. Ça veut dire 1 sur 2 patients peuvent développer ce type de toxicité, des douleurs articulaires ou douleurs musculaires. Et aussi un risque d'augmenter l'ostéoporose. Mais attention, le taux de fracture n'est que un peu plus élevé, c'est-à-dire 2%. Donc ce n'est pas dit que nécessairement on va avoir un taux important d'ostéoporose. On a des possibilités pour traiter, par exemple, les effets qui sont plus importants, les bouffées de chaleur. Je ne vais encore pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs interventions qui sont prouvées, qui sont au moins qui ont une efficacité, pas vraiment beaucoup plus que le placebo, mais c'est déjà important de voir une diminution des intensités des bouffées de chaleur. Après, pour les autres choses, pour les douleurs articulaires, pour les douleurs musculaires, on a d'autres interventions. On va discuter de ça lors de notre table ronde. L'exercice physique est très important, le yoga, l'hypnose, l'éducation, etc. Puis aussi, l'acupuncture peut aider aussi pour les bouffées de chaleur que pour les douleurs articulaires. Je ne rentre pas dans les détails, mais je veux dire qu'il y a des interventions qui peuvent être efficaces pour contrôler ça. Après, gain de poids. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'en principe, 25% des patients qui ont un cancer vont perdre un peu de poids, un cancer en situation adjuvante. Et peut-être la moitié vont gagner du poids. Si on regarde un peu plus en détail, il y a beaucoup de couleurs là. Ce que ces dessins montrent, en fait, c'est que pour le changement de poids 2 ans après diagnostic. Et ce que je peux dire, c'est que pour les patientes qui ont commencé avec un poids normal, à peu près 20% ont gagné un peu de poids.
Mais pour les patientes et aussi pour les patientes qui ont été pas obèses, mais overweight, je ne sais pas comment traduire ça. Ouais. Aussi, à peu près 20% ont passé à l'étape suivante, c'est-à-dire obésité. Donc, on peut apprécier, mais ça dépend beaucoup de l'intérêt de la patiente, parce que, si vous voulez, les patients qui étaient obèses grade 1 ou obèses grade 2 au diagnostic, il y a un plus grand pourcentage en fait, il y a moins de patientes qui ont perdu du poids que celles qui ont gagné du poids. Donc, je pense que ça a beaucoup à faire avec le positionnement de la patiente versus l'activité physique. Ça, c'est pour montrer, en fait, une chose, et je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour mes patients. Pour mes patientes. J'ai beaucoup de respect pour les femmes qui font un traitement pour le cancer du sein, qui malgré ça ont des maris, ont des enfants, ont des choses à faire et qui traversent tout ça avec la volonté de faire ce qu'il faut faire pour dépasser ce moment. Je pense que ça, c'est très important. Je pense que c'est se positionner d'une manière positive et de comprendre tout d'abord pourquoi on fait ce traitement, quel est le bénéfice, et puis quelles sont les potentielles toxicités, mais aussi quelles sont les possibilités de gérer tout ça. Je pense que c'est très important, mais comme je dis, j'ai beaucoup de respect et ça, c'est une chose qu'on doit continuer à soutenir parce que c'est vraiment, je pense que la volonté du patient change beaucoup les choses. Après, l'autre élément que je voudrais vous dire, je vais finir là, c'est qu'en fait, si on arrête l'hormonothérapie, si on arrête ou on ne prend pas de manière régulière le traitement, ça a une conséquence importante sur la mortalité. Et ça, c'est une étude qui a été publiée il y a 10 ans maintenant, mais vous voyez, il y a un suivi qui se fait sur 10 ans. Il y a une différence. Là, vous voyez, il y a les patients qui ont continué la thérapie en bleu et celles qui ont discontinué la thérapie en rouge. Il y a une différence d'à peu près 10%. L'autre dessin, c'est pour montrer les patientes qui ont pris d'une manière intermittente. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre, demain, je n'ai pas envie de prendre le médicament. Et ça a aussi un effet délétère. Donc, l'arrêt précoce et la non-adhérence de l'hormonothérapie ont été fréquentes dans cette étude et sont associées à une mortalité accrue. C'est pour ça que les interventions qui visent à améliorer la poursuite et l'adhérence de l'hormonothérapie sont essentielles pour améliorer la survie. Je pense que nous, on essaye de faire ça. On essaye de faire ça dans notre équipe. Déjà, la décision thérapeutique, la recommandation thérapeutique va prendre en discussion, évidemment, du côté médecin, disons, la biologie tumorale, quelle est la chance de réponse, quel est le risque de maladie évolutive, les données de toxicité. Mais on doit toujours prendre en considération et discuter avec la patiente leurs problèmes, le problème personnel, les préférences. Peut-être tout le monde a peur des symptômes. Personne ne veut faire l'hormonothérapie ou la chimiothérapie, ça c'est clair. On n'a pas envie de prendre ces médicaments puisqu'il y a des effets secondaires. Mais si on comprend quels sont les bénéfices, je pense qu'on a plus de capacité de dépasser tout ça. Et comme je disais, en ce qui concerne l'hormonothérapie en situation adjuvante, c'est très important. Déjà, chez nous, on prépare avec les infirmières, il y a la consultation infirmière qu'on fait quelques semaines après le premier diagnostic, puis on fait le suivi juste pour essayer de faire ce lien, d'essayer aussi de transmettre nos informations, les données, disons, médicales, mais aussi d'écouter, de comprendre quels sont les problèmes des patients et d'essayer de trouver la solution qui est meilleure pour améliorer la survie, en fait, de nos patients. Moi, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention et je reste à disposition pour des questions.
Je remercie le docteur Alex Agnew pour son intervention très instructive pour nous. Vous avez certainement encore des questions. Je propose qu'on fasse ces questions. Notre programme est très riche, très fourni, toujours un peu trop. On a tendance à être beaucoup trop généreux. Et je propose que ces questions, on les garde pour le moment de la table ronde. Alors, on a réfléchi à ce programme, à l'hormonothérapie que certaines d'entre vous poursuivent ou suivent ou ont suivi. Et ça nous semblait très, très important de laisser la parole aux patients, aux gens concernés. Alors, on a eu la chance de rencontrer Aurélie Mouermont, à qui je vais demander de venir se présenter son témoignage et ce qu'elle a mis sur place pour s'aider dans ces moments de difficulté avec l'hormonothérapie. Merci Aurélie de venir. Bonsoir. Je vais essayer de pas trop bafouiller. C'est un peu impressionnant. Je vais vous parler de mon expérience personnelle tout en essayant de vous expliquer un peu le contexte. Donc, j'ai été diagnostiquée fin 2015, un cancer qui a été pris très tôt parce que dans un contexte familial. J'ai eu une double mastectomie et puis... Oui. Ça va mieux? Donc j'ai eu une double mastectomie en janvier 2016 et puis j'ai commencé dans la foulée l'hormonothérapie avec le tamoxifène pendant à peu près 1 an. Et puis en fait, il s'est avéré entre-temps qu'on a découvert que j'avais un risque accru de développer un cancer au niveau de l'utérus. Donc en discussion avec les oncologues, on a changé de traitement. Et puis donc j'ai commencé le létrozole, un inhibiteur de l'aromatase avec des injections de Zoladex pour induire la ménopause. Ça devait être début 2017 à peu près. Avec le tamoxifène, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, je dirais que les premiers mois, ça a bien été. J'ai commencé le létrozole et puis j'ai eu assez vite en fait des douleurs articulaires au niveau des chevilles, des poignets et puis des mains surtout. Voilà, c'était surtout au moment du réveil où j'avais de la peine à me mettre en route. En tout cas, il me fallait un petit moment pour mettre en route la machine. J'en ai beaucoup parlé avec mon oncologue, que j'ai vu plus régulièrement à ce moment-là. Au départ, alors je suis pas quelqu'un de hyper sportif, hein, j'avoue. Je marche beaucoup, j'habite dans la montagne, donc je vais facilement marcher en forêt. De marcher puis d'être dans la nature, ça m'a fait un bien fou. Le plus dur, je crois que c'était surtout de me motiver puis de partir, en tout cas de me lancer. Et j'ai un mari et une fille qui adorent aller marcher, donc j'essayais de pas trop me poser de questions puis de les suivre. Une fois mis en route, ça allait, ça me faisait du bien autant physiquement que psychologiquement de prendre l'air. Ça s'est quand même maintenu un certain temps. En reparlant avec l'oncologue, elle m'a proposé un traitement avec un antidépresseur pour les douleurs que j'ai pas accepté. J'ai continué comme ça s'est pas amélioré et elle m'a aussi proposé de faire une pause d'environ 6-8 semaines que j'ai accepté plutôt. Et cette pause, alors elle m'a fait du bien. Je sais pas si c'est plus psychologique que réellement dans mon corps, mais en tout cas ça m'a fait du bien, ça m'a permis de respirer. Et puis au niveau des sensations physiques, j'ai pu me réapproprier un peu mon corps avec moins de douleur. J'ai repris le même traitement. Les douleurs, elles étaient là, mais moins présentes, en sachant que je me suis astreinte à une petite routine aussi matinale de mouvement, en fait, en lien avec la physio que j'ai vue assez régulièrement quand ces douleurs étaient assez présentes. On a mis en place une petite routine qui me prenait 10-15 minutes le matin pour me dérouiller. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est quelque chose que j'ai gardé.
La marche, ben, j'essaye d'y aller dès que je peux, en fait. Que ça soit du plat, de la montée, enfin, tout. Enfin, dès que je peux, je m'en vais et je vais marcher, je mets mes baskets et j'y vais. Puis ça me fait aussi beaucoup de bien. Le yoga aussi, j'ai commencé au moment des douleurs articulaires. Ben, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Enfin, c'est pas évident au début. Hein. Ça m'a fait du bien au niveau des étirements, de la mobilité articulaire, et puis de reprendre aussi, de retrouver des sensations dans mon corps que j'avais pas ou plus avec la mastectomie. Enfin, tous les muscles de la cage thoracique, c'était assez douloureux. Puis en fait, ça a beaucoup étiré et de les mobiliser régulièrement. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis aussi, ce qui m'aide beaucoup, que je teste depuis à peu près 1 an, c'est que j'écris. En fait, j'aime beaucoup écrire et je note ce que je ressens et quand et qu'est-ce qui me fait du bien. J'ai essayé pas mal de choses que je discute toujours avec ou l'oncologue ou le médecin traitant. Et y a des choses qui n'ont pas marché et puis il y en a d'autres qui ont par contre marché. Donc voilà, j'essaye de me prendre des notes sur les choses qui m'ont fait du bien. Après, ce que je pense qui est important, c'est aussi de maintenir un dialogue avec l'oncologue. C'est voilà, les effets secondaires. C'est clair que là, je parle des douleurs articulaires, mais j'en ai eu d'autres aussi. Mais de toujours échanger avec le médecin, puis parfois d'insister, de redire et de demander des rendez-vous plus tôt, parce que j'ai pas forcément tout le temps eu la réponse que j'aurais souhaité. Ou des fois il faut tâtonner, chercher un peu, mais d'échanger avec le médecin. Je pense que voilà, moi ça m'a aussi beaucoup aidé. Avec mon médecin traitant, que je voyais bien sûr plus régulièrement que l'oncologue, et elles ont beaucoup travaillé ensemble pour qu'on puisse, à nous 3, trouver en tout cas les meilleures options. Et voilà, je crois que le dialogue, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très facile à faire, mais je pense qu'il faut insister et puis continuer à discuter en tout cas ensemble. Voilà. Alors, merci beaucoup Aurélie pour ton témoignage. Maintenant, on va faire une pause. Alors, nous avons voulu inviter Madame Veluire pour qu'elle parle aussi d'un problème qui est très important quand on a un cancer du sein pour de nombreuses femmes. C'est tout ce qui touche à la vie intime et sexuelle. Et Madame Veluire est une scénologue spécialisée en sexologie. Je la laisserai se présenter et rajouter d'autres choses si elle le souhaite. Alors, il faut profiter de la voir parce que malheureusement, d'ici un moment, vous ne la verrez plus, vous aurez sa présentation en face. Merci en tout cas beaucoup, Madame Veluire, d'avoir accepté de venir à Arena par vidéo. C'est un grand honneur pour nous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Ça va, la leçon passe bien? Très bien, ouais. Parfait, super. Donc, je m'appelle Marie Veluire, je suis gynécologue obstétricien, anciennement chef de clinique interne des hôpitaux de Paris. Et puis ensuite, je me suis beaucoup occupée de sexologie et j'ai dirigé le diplôme de sexologie de Paris Descartes. J'ai connu Bénédicte lors de congrès et nous avons effectivement déjà travaillé ensemble. Je la remercie de m'avoir invitée. Moi aussi, c'est un honneur pour moi de venir vous parler. Et donc, je vais effectivement essayer de vous parler de sexualité. Donc, cette fois-ci, Bénédicte m'a demandé de parler de sexualité et hormonothérapie puisque c'était le thème de cette soirée. Alors, est-ce qu'on peut passer le diaporama, s'il vous plaît? C'est parti. C'est parti. Donc, dia suivante. Cancer et sexualité. Pourquoi c'est si important? Parce que la sexualité fait partie de la vie. Et il se trouve que
La sexualité, ça peut diminuer l'angoisse, ça peut diminuer le désespoir, ça peut stabiliser l'estime de soi. Et par ailleurs, tant qu'on a une sexualité, quel que soit l'obstacle de vie qu'on traverse, eh bien, on est en vie. Et c'est extrêmement important. Alors après, il peut y avoir un certain nombre de soucis dont on va essayer de parler. Dia suivante. Il y a eu pas mal d'enquêtes, faites souvent d'ailleurs par des associations de patientes atteintes d'un cancer du sein. Et entre autres, l'enquête 2 ans après, qui date un tout petit peu, mais pas tant que ça, montrait que malgré l'impact négatif de tous les traitements sur la sexualité de la femme, mais aussi la sexualité du partenaire, eh bien, 3/4 de ces patientes vivaient toujours en couple avec le même conjoint, comme quoi ce n'était pas obligatoirement un obstacle si compliqué. Et il y en avait même plus d'un couple sur 3 qui estimait que la relation s'était améliorée. Et seulement 7% trouvaient que ça s'était détérioré. Donc ça, c'était plutôt un élément optimisant. Dia suivante. Parler de sexualité, c'est simple ni pour vous, ni pour les soignants qui vont s'occuper de vous. D'abord parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur la santé sexuelle, et aussi bien pour vous que pour les soignants. Et puis, il y a plein de fausses idées dont on va parler un peu, qui aggravent les difficultés, comme la crainte de contaminer, l'impression qu'à partir du moment où on a un cancer, de toute façon, la sexualité, c'est plus le problème. Quand on a en plus un cancer du sein, on a l'image de soi-même qui est quand même très altérée. Et ce que j'essaye de faire passer régulièrement aux soignants, c'est que quel que soit l'âge du patient ou de la patiente avec un cancer, maintenir ou récupérer une vie sexuelle, ou en tout cas pouvoir en parler, est quelque chose d'extrêmement important, au moins une fois passé la phase aiguë du traitement. Mais de toute façon, il faut pouvoir en parler et assez vite. Et dia suivante, j'ai envie de vous dire que oser poser des questions, autant les soignants doivent oser en parler, mais il faut aussi que les patientes et les patients puissent poser des questions et puissent parler de la sexualité sans penser que, voilà, il n'y a pas que le pronostic vital en jeu, a fortiori dans le cancer du sein, qui est une maladie qu'on traite de plus en plus précocement, et avec une survie qui est maintenant très importante, voire très importante, et donc la qualité de vie est quelque chose de fondamental. Et dans la qualité de vie fait partie la sexualité. Alors, en plus de ça, ça prend un peu de temps d'en parler. Donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les soignants ont un peu de mal à aborder ce sujet. Dia suivante. Il a été très bien démontré dans un certain nombre d'études que l'impact des traitements et de la maladie sur la sexualité est beaucoup moins importante quand les patientes ont été informées et associées aux décisions thérapeutiques. Et quand on parle de sexualité, on a affaire à la femme, à l'homme et au couple. Et ça, c'est extrêmement important. Et évidemment, même si on ne parle qu'à la femme, ça n'aura pas de sens parce que ça dépend aussi beaucoup du partenaire. Dia suivante. Là, je vous ai remis toutes les dimensions de la sexualité. La chose probablement la plus importante, c'est qu'on ne peut pas faire l'amour, il ne peut pas y avoir de sexualité s'il n'y a pas une excitation sexuelle. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'aller monter cette excitation sexuelle pour orgasmer ou non, mais en tout cas pour ressentir des sensations de plaisir, il faut avoir une excitation sexuelle. Ça, c'est une chose. Encore faut-il se connaître suffisamment et savoir comment nourrir cette excitation sexuelle. Et puis, à côté de ça, qui est probablement le point le plus important, eh bien, il y a l'image du corps. Et il est évident qu'avec un cancer du sein, cette image, elle peut être un petit peu altérée, voire même beaucoup, en tout cas dans le ressenti de la femme. Il y a l'intimité émotionnelle. Et là encore, il faut savoir que ce n'est pas si simple que ça pour le partenaire de savoir comment se conduire, de savoir quoi dire, de savoir jusqu'à quel point c'est un soignant
ou c'est un partenaire, ou comment pouvoir remettre un petit peu d'intimité émotionnelle ou de complicité érotique quand il y a eu des passages potentiellement douloureux, difficiles et compliqués avec une femme qui souvent ne se sent plus femme et qui souvent se sent mal à l'aise, qui ne se trouve pas attractive, donc qui ne peut pas envisager d'être attractive. Or, il ne peut pas y avoir d'intimité sexuelle si la femme n'a pas un tout petit peu d'estime d'elle-même et un tout petit peu d'estime de son attractivité. Donc, s'il y avait un premier message, c'est « Messieurs, soyez capables ou osez manifester le fait que votre femme vous attire, que le fait que votre femme vous plaît, que vous la désirez, même si les choses peuvent être un peu compliquées, et ça, on va y revenir après. Il n'empêche que la première partie de l'histoire, pour qu'il puisse y avoir une intimité sexuelle, c'est que la femme se sente désirée. Or, très souvent, elle ne se sent pas apte à être désirée. Donc, s'il vous plaît, montrez-lui. C'est vraiment très, très, très important. Dia suivante. Là, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, qui t'a choqué un tout petit peu, mais c'est extrêmement important. Il faut savoir que nous n'avons pas, hommes et femmes, les mêmes cartes d'identité sexuée. Pour un homme, se sentir homme, ça implique d'avoir une érection. Un homme qui n'a pas d'érection aura beaucoup de mal à se sentir homme. C'est extrêmement compliqué. Et on a d'ailleurs dans un certain nombre d'études, là je parle en dehors du cancer du sein, un homme qui a des troubles de l'érection, en règle générale, va avoir tendance à se recroqueviller, à éviter toute manifestation même de tendresse, parce qu'il va se sentir incapable d'assurer, et donc pour lui, ça, c'est pas possible. Et dans toutes les études, il a été montré que ce dont les femmes souffraient le plus quand il y avait un trouble de l'érection, ce n'était pas le fait de ne plus avoir d'activité sexuelle, mais d'avoir perdu toute complicité de tendresse de tendresse et d'amour, parce que l'homme se recroquevillait. Donc, mesdames, sachez que voilà, l'érection, c'est pas si simple, mais c'est extrêmement important pour pouvoir se sentir un homme. Alors que la carte d'identité sexuelle de la femme ne se joue pas du tout dans sa capacité à avoir du plaisir, à faire l'amour, etc. Elle se joue dans sa capacité à se sentir attractive dans les yeux de l'autre. Et une femme qui se sent attractive va se sentir femme. Et ça a beaucoup, beaucoup d'importance dans le cadre de cette maladie. Et donc, c'est des préalables qui sont indispensables à avoir compris pour pouvoir mettre en place une complicité érotique, une excitation sexuelle et la faire fructifier pour potentiellement orgasmer. Dia suivante. Pour pouvoir faire l'amour, eh bien, il faut quand même un tout petit peu aimer son corps, même avec ses défauts. Et à la suite d'un cancer, évidemment, ça, vous n'allez pas me contredire, l'élément corporel est probablement une des choses les plus difficiles à gérer parce que il y a des cicatrices, il peut y avoir des prothèses, il y a de la fatigue, il y a la sécheresse des muqueuses et de la peau, et ça, on va en parler beaucoup parce que c'est absolument fondamental. La perte des cheveux, plus ce type de cancer qui touche quand même à l'intimité et qui est un petit peu compliqué. Et l'autre chose qu'il faut que tout le monde ait entendu, c'est que même avec de la bonne volonté et même avec beaucoup d'amour, eh ben, ça ne suffit pas toujours à réconcilier l'envie et la capacité sexuelle. Et pour ça, il faut pouvoir en avoir parlé et il faut pouvoir avoir conscience qu'il y a des éléments qui sont absolument fondamentaux si on veut arriver à monter une excitation sexuelle. Dia suivante. Donc, les mythes ou les fausses croyances qu'il y a souvent autour du cancer en général, du cancer du sein aussi, c'est, et que j'ai entendu de nombreuses fois, la sexualité est un luxe qu'on ne peut pas se permettre dans la lutte pour la survie, ce qui n'a aucun sens. Au contraire, plus on a une capacité sexuelle et plus on va se sentir en vie et plus on va être apte à lutter contre cette maladie. La sexualité n'est plus possible dans le corps malade, la sexualité nuit au corps malade, pas du tout, pas du tout. De toute façon, monter une excitation sexuelle, ça n'a jamais nui à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, quelle que soit la façon dont on est. Il
faut juste être en capacité, de se l'autoriser et deux, de le pouvoir. La peur d'être contagieux, j'en ai déjà parlé parce que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Et puis surtout, et je reviens à cette histoire d'attractivité, les femmes ont souvent le sentiment qu'elles sont vraiment pas attractives, repoussantes, peur du regard de l'autre. Et puis l'autre chose aussi dont il faut avoir conscience, c'est que pour beaucoup de femmes, la sexualité, elle dépend de l'autre, elle dépend de l'homme. Et non, la sexualité, elle dépend autant de l'un que de l'autre. Et dites-vous bien, mesdames, que c'est sûrement pas facile non plus d'être le conjoint d'une femme qui a une maladie de ce genre-là, pour savoir de quelle façon il va pouvoir se comporter, quand est-ce qu'il peut faire une tentative, quand est-ce que non, là, c'est vraiment pas possible. Et c'est tout aussi difficile pour lui que pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Dia suivante. Mais l'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il n'y a pas de normes en termes de sexualité. C'est-à-dire que ce qui va être très satisfaisant pour les uns sera complètement insatisfaisant pour d'autres et inversement. Et vraiment, oser poser des questions ouvertes, oser poser des questions sur comment c'est compliqué, et puis surtout, essayer d'en parler entre vous, je parle du couple, de qu'est-ce qui est ressenti, qu'est-ce qui se passe pour moi, comment ça se passe quand tu me regardes et que je sens que tu as envie, mais que moi, là, vraiment, je ne suis pas capable. Et puis, comment c'est quand j'aimerais bien que tu fasses un geste vis-à-vis de moi, mais j'ose pas te le montrer. Mesdames, le message qui vous s'adresse à vous, et qui est le deuxième message de la soirée, c'est que les messieurs ne peuvent pas deviner ce que vous pensez. Ils n'ont pas la science infuse. Ils ne peuvent pas savoir, de façon générale, que là, vous seriez un peu open, ou que là, vous êtes très, très, très pas bien, ou que les femmes ont toujours le sentiment que si on les aime, on sait faire. Eh ben non. Ils ont beau vous aimer très fort, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils savent comment faire, comment vous parler, comment aller vers vous. C'est très compliqué. Donc là, le deuxième message, mesdames, c'est que quand vous ressentez quelque chose, quel que soit ce que vous ressentez, osez lui dire, osez en parler et osez exprimer de façon explicite et très claire qu'est-ce qui se passe pour vous et qu'est-ce qui vous ferait plaisir et comment ça pourrait fonctionner. Ça, c'est très, très important. Ils ne peuvent pas deviner. Ils ne sont pas devins. Et c'est vrai, ça, cancer du sein ou pas cancer du sein, mais peut-être encore plus quand il y a une maladie. Dia suivante. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport au cancer du sein. Il y a eu un certain nombre d'études, beaucoup même. Certaines sont un peu anciennes. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il en est ressorti quatre choses. C'est-à-dire que les facteurs prédictifs d'une sexualité satisfaisante, donc satisfaisante pour le couple, après un cancer du sein sont, ce que je vous ai déjà exprimé, une bonne perception de son attractivité sexuelle. Ça, c'est fondamental, sinon on n'est pas une femme. La deuxième chose qui est fondamentale et dont on va parler beaucoup plus, c'est l'absence de sécheresse vaginale. Si vous avez une sécheresse vaginale, c'est juste très, très, très compliqué d'avoir une activité sexuelle avec pénétration. Le troisième élément qui a été retrouvé pour avoir une sexualité satisfaisante après cancer, c'est qu'il n'y ait pas eu de problème sexuel préexistant, qu'il soit féminin ou masculin, que ce soit une éjaculation rapide, un trouble de l'éjaculation, ou chez la femme, l'incapacité à monter une excitation sexuelle. S'il n'y a pas ces troubles-là, ça aussi, c'est un facteur prédictif très important. Et puis, la dernière chose, c'est la capacité à communiquer avec le partenaire, je crois que ça, je viens de vous en parler relativement, et la qualité du lien affectif. Donc, dia suivante, en général, ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, tous les traitements qui tournent autour du cancer du sein vont être susceptibles d'altérer la qualité de vie ou la sexualité des patients à court, à long terme, avec des nuances. Dia suivante, je ne vais pas reprendre tout, je vais juste dire un tout petit mot par rapport à la chimio. Dans les études, la chimiothérapie, contrairement à la chirurgie ou à la radiothérapie, est le seul facteur significatif qui fait en sorte que le score de qualité de vie est plus faible de 5 à 10 ans après les traitements. Ensuite, et ça on va en parler beaucoup,
c'est que la variable qui est retrouvée de façon systématique dans toutes les études qui concernent la sexualité et le cancer du sein avec chimiothérapie, mais aussi avec hormonothérapie, on va en discuter, c'est la sécheresse vaginale. Et s'il n'y a pas de sécheresse vaginale, en règle générale, la sexualité, elle se passe, surtout si tous les éléments que je vous ai cités avant existent. Par contre, s'il y a une sécheresse du vagin, là, très clairement, les rapports sexuels diminuent et voire s'arrêtent parce qu'avoir mal, de toute façon, on n'a pas envie d'y retourner. Donc, là encore, il faut... Alors, maintenant, vous avez été dans l'histoire, mais ce qui est très clair, c'est qu'il faut pouvoir communiquer à l'avance que, eh bien oui, la chimiothérapie va entraîner une carence en estrogène, quasi systématique, je crois qu'on vous a bien expliqué ça avant, et qu'on va pouvoir se retrouver avec des bouffées de chaleur et la fameuse sécheresse vaginale. Dia suivante. La sécheresse vaginale étant le principal facteur prédictif, il semble judicieux de pouvoir en parler à partir du moment où vous allez avoir une hormonothérapie. Il est très clair que l'hormonothérapie par tamoxifène n'entraîne pas du tout la même sécheresse vaginale, voire souvent entraîne des sécrétions plus abondantes. Alors que l'hormonothérapie par inhibiteur les anti-aromatases, eux, entraînent une sécheresse du vagin qui est très, très importante. Et il est très, très important de pouvoir en avoir entendu parler avant et de s'y préparer parce qu'il y a quand même des moyens de faire avec et de pouvoir se permettre de ne pas avoir cette sécheresse qui est juste impossible. Dia suivante. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la lubrification et la sécheresse du vagin, c'est deux choses différentes. La trophicité vaginale, le fait d'avoir un vagin souple et sous contrôle des estrogènes. Donc évidemment, quand on a eu un cancer du sein, a fortiori quand on a des anti-aromatases, des estrogènes, il n'y en a plus. Donc le vagin, il va s'assécher. La lubrification, elle est sous le contrôle de l'excitation sexuelle. Et alors, vous pouvez avoir une excitation sexuelle importante et avoir une lubrification bien moindre parce que votre vagin est tout sec et du coup, ces cellules, elles ne peuvent pas lubrifier. Mais il faut avoir bien compris que, voilà, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que même des femmes avec un vagin un peu sec arrivent à lubrifier si elles ont une très très forte excitation sexuelle. Évidemment que c'est beaucoup plus facile si le vagin n'est pas trop sec. Alors, dans les études qu'il y a pu y avoir, il y a quand même eu des études qui ont été faites pour essayer quand même de mettre un topique aux estrogènes dans le vagin, malgré le cancer du sein. Et très clairement, c'est resté contre-indiqué et la plupart des oncologues refusent absolument qu'on utilise des estrogènes. Il y a eu une petite étude sur... Pardon, je suis désolée, je vais boire un coup. Il y a eu une petite étude sur un autre estrogène qui s'appelle le promestrienne, qui a montré qu'il n'y avait pas de passage systémique, donc on ne retrouvait pas d'estrogène dans le sang, donc ça ne risquait pas de stimuler le cancer, moyennant quoi ça reste encore extrêmement discuté, tout le monde n'est pas d'accord. Le promestrienne, en tout cas en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, arrive à être prescrit quand les femmes sont au courant et d'accord, quand on est à 10 ans du cancer, moyennant quoi on n'a aucune étude de façon claire et précise pour en parler. Dia suivante. Alors après, on a les traitements non hormonaux. Donc dans les traitements non hormonaux, en gros, on en a deux types. Je parle des traitements locaux qui seront sans hormones et surtout qui ont une rémanence suffisamment longue pour que ce n'est pas un lubrifiant ponctuel. Il faut le mettre tout le temps, comme si voilà, vous lavez tous les jours, et ben, il faut hydrater votre vagin tous les jours. Alors pas tous les jours, mais de façon générale, régulière et le plus longtemps possible. Il y en a deux types. Il y a ceux à base de polycarbophiles qui sont le Réplins. Donc le Réplins, c'est des unidoses qu'on va mettre en intravaginal 2 fois par semaine, ça suffit.
Et le Collège des Canadiens a montré que c'était aussi efficace. Pardon. Que c'était aussi efficace que les estrogènes locaux. La chose qui est un peu moins agréable, c'est qu'au bout d'un certain moment, le réplince fait qu'on sécrète des espèces de petites billes après, et ça peut être un peu désagréable. Et le deuxième traitement non hormonal local, c'est l'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, il existe sous plein de formes. Il existe sous forme d'ovule, sous forme d'unido, sous forme de gel qu'on met avec une seringue dans le vagin. Et là, par contre, il faut le mettre tous les 2 jours, enfin minimum 3 fois par semaine. Moi, quand je le prescris, je mets toujours lundi, mercredi, vendredi. C'est la seule façon de garder un vagin suffisamment trophique. Rappelez-vous, si votre vagin est suffisamment hydraté et que vous avez une excitation sexuelle, vous pourrez lubrifier et les choses seront beaucoup plus confortables. Donc ça, c'est ce que j'appelle les traitements... Décidément. Ce que j'appelle les traitements longue durée, qu'il va falloir utiliser tout le temps. Alors, je ne sais pas si vous avez ça en Suisse, mais il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Nous n'avons pas le Replens en Suisse. Comment? Nous ne l'avons pas en Suisse, le Replens, ou je ne sais pas comment vous dites, il se trouve en France. Vous n'avez pas non plus le mucogine ou cicatridine? Si, ça oui. Les deuxièmes cicatridine et mucogine, je pense que oui. Je suis quasi sûre. Mais en tout cas, Replens, non. Oui. Mais l'acide hyaluronique fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème. Et je trouve qu'il y a moins d'effets désagréables locaux qu'avec le Replens. Par contre, il faut le mettre 3 fois par semaine. Dia suivante. Et puis, en dehors du fait de nourrir ce vagin et de lui permettre d'être plus hydraté, on peut effectivement utiliser au moment du rapport des lubrifiants ponctuels. Je vous en ai mis 2 parce que c'est les seuls qui ont une rémanence suffisamment importante, c'est-à-dire que ça ne sèche pas trop vite et ça, c'est extrêmement important. Donc, j'ai mis Monacin, c'est ce gel-là. Après, je ne sais pas là aussi si vous les trouvez en Suisse, mais à mon avis, le Monacin, ça existe en Suisse, ça c'est sûr. On est tout près de la frontière française. Arena, donc il n'y a pas de problème, Marie. Bon, ok. Et la suivante. Et puis, il y a la dernière façon de lutter contre l'atrophie vaginale, c'est le laser. Dia suivante. Alors, le mécanisme d'action du laser, c'est une pièce à main, enfin on appelle ça une pièce à main, qu'on va mettre, en fait, qu'on introduit dans le vagin, et puis ça va induire un effet thermique, ça va entraîner une dénaturation du collagène, et puis il va y avoir un nouveau collagène qui en général est produit en quantité bien supérieure, et ça va permettre de rétracter et de remodeler les tissus. Ça, c'est l'effet du laser. Dia suivante. Donc là, je vous ai mis une image juste pour vous montrer. Voilà, on rentre la pièce à main dans le vagin et puis on le tourne doucement au fur et à mesure. Et ça permet, alors, en règle générale, je ne sais plus si je l'ai mis après. Alors, dia suivante. Voilà, là, je vous ai mis une des dernières études qui est sur le laser parce que c'est quand même assez récent. C'est un peu compliqué de faire des études qui tiennent la route parce que c'est compliqué d'avoir une population témoin avec un placebo et de faire semblant de faire du laser et de ne pas en faire. Mais grosso modo, là vous avez avant et après et comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement significatif sur tout ce qui concerne la sécheresse du vagin, c'est-à-dire mal pendant les rapports, douleur à l'orifice vaginal, parce qu'il se trouve que quand on fait de laser, on va aussi permettre de retrophysiser un peu le vestibule. Le vestibule, c'est l'entrée du vagin, et c'est souvent là où ça fait le plus mal. C'est d'ailleurs pour ça que de toute façon, en dehors du problème du laser, si on utilise l'acide hyaluronique, qui évidemment reviendra beaucoup moins cher, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup aussi sur le vestibule. Ce n'est pas seulement dans le vagin, c'est aussi le vestibule, parce que sinon, au moment de la pénétration, eh ben, c'est un petit peu compliqué. Pareil sur la sécheresse, les démangeaisons, les brûlures,
De façon générale, les résultats, effectivement, et de quasiment toutes les études sont très bons, même si on n'a pas d'études en tant que telles d'evidence-based medicine. Mais bon, c'est quand même très intéressant. Alors, dia suivante. Maintenant, il faut quand même savoir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est très inconfortable? Non. Vous voyez que grosso modo, la moitié des patients disent que c'est légèrement inconfortable. Effectivement, ça chauffe un peu. Les séances durent environ 10 minutes. Il y a un peu de picotement quand on est au niveau du vestibule. Ça sent un peu le cochon grillé, ça c'est pas top. Je suis désolée, mais c'est une réalité. Et c'est pour ça aussi qu'on utilise de temps en temps un gel anesthésique, la lidocaïne, voilà, pour améliorer les choses. Alors après, dia suivante. C'est une très bonne alternative à l'hormonothérapie, sauf que l'hormonothérapie, en ce qui vous concerne, c'est naze. C'est en train d'être étudié beaucoup dans la plupart des centres de cancérologie, parce que la technique est très sûre. Le laser, ça existe depuis longtemps et on connaît quand même bien l'histoire. On a montré que c'était parfaitement efficace à 6 mois et aussi efficace que l'hormonothérapie locale. Je vous rappelle que nous, on n'a pas le droit à l'hormonothérapie. Alors après, la fréquence des séances, pour l'instant, personne ne sait trop. En règle générale, c'est 1 à 2 séances à un mois d'intervalle, voire 3 séances, et ensuite, ça va refaire entre 6 mois et 1 an pour garder la même efficacité. Bon, en France, on a nos histoires de sécurité sociale. Je ne sais pas trop comment ça se passe en Suisse. En tout cas, pour l'instant, nous, c'est absolument pas remboursé. Et ça coûte très cher, parce que le laser étant très cher, les séances sont très chères. Mais c'est quand même quelque chose qui peut exister. Et grosso modo, dans ce que j'ai pu voir et entendre, des femmes qui vont bien, c'est-à-dire que le cancer du sein, il est quand même très à distance, elles vont bien, quoi. Pour avoir une vie sexuelle confortable, de passer son temps à se mettre des trucs dans le vagin, au bout d'un moment, ça les fatigue. Et le laser peut être une solution coûteuse, mais qui permet de pas se sentir comme avant, parce que de toute façon, rien n'est pareil, on vieillit, hein, donc c'est pas tout à fait pareil, mais d'avoir quand même ce que j'appellerais un vagin fonctionnel. Et c'est sûrement une bonne alternative. Je ne vous dis pas que c'est la seule et je ne vous dis pas que c'est celle qu'il faut absolument privilégier, mais elle a au moins le mérite d'exister. Dia suivante. Donc, je vous redis un peu ce que je vous ai dit là, mais il y avait 2 messages, un pour les femmes, un pour les hommes. Maintenant, c'est clair que vous avez bien compris que c'est très compliqué d'avoir une activité sexuelle si on n'a pas un vagin qui permet de ne pas avoir mal. Avoir mal, de toute façon, c'est juste impossible ensuite d'avoir envie de continuer. Donc, je vous rappelle l'importance du regard de l'homme, gourmandise. J'ai souvent l'habitude de parler du loup de Tex Avery parce que je trouve que c'est une super image pour qu'une femme voit que l'homme, vraiment, elle lui fait de l'effet. La deuxième chose, c'est qu'il faut entretenir votre vagin. De façon générale, là, je le dis après un cancer du sein parce que c'est encore plus important, mais de façon générale, après la ménopause, il est vital, là aussi, de toute façon, d'entretenir son vagin. Enfin, la carence en estrogène, qu'elle soit due au traitement parce qu'on est en post-cancer du sein, ou qu'elle soit due à une cause naturelle qui s'appelle la ménopause, quoi qu'il arrive, il faut absolument l'entretenir et pour garder un vagin qui soit le plus fonctionnel possible. Et donc, même si les hormones ne vous sont pas possibles, il existe de l'acide hyaluronique en ovule, en gel, en tout ce que vous voulez, et qu'il faut utiliser l'argame à nu et le plus longtemps possible. Donc, là encore, j'ai marqué utiliser le gel à l'interne et à l'externe. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que le vagin, il y a aussi le vestibule. Il faut absolument nourrir aussi son vestibule, c'est fondamental. Dia suivante. Bon, parce que je pense que j'arrive bientôt à la fin, là. En résumé, on peut pas faire l'amour sans avoir un vagin fonctionnel et trophique. Ça, c'est un élément indispensable, quel que soit l'âge. Et puis, je rajoute quand même aussi, je n'ai pas le temps d'en parler, parce que sinon, ça prendra vraiment trop de temps, mais ce qui est clair aussi, c'est qu'il faut avoir un périnée fonctionnel. Si vous voulez ressentir, mesdames, des sensations avec un pénis dans votre vagin, à condition d'avoir un vagin qui soit bien trophique, il faut aussi aller les chercher, les sensations. C'est-à-dire que si vous attendez gentiment que ça vienne, vous allez attendre très longtemps. Et donc, il faut absolument
aller utiliser ces muscles du périnée. Donc, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, grosso modo, la rééducation périnéale, à part après l'accouchement, on a du mal à en parler. Or, il est fondamental, pour la continence urinaire, c'est une évidence, mais sur le plan de la sexualité, c'est absolument fondamental. Si vous voulez avoir des sensations, il faut aller les chercher. Et pour les chercher, eh ben, il faut utiliser votre périnée. Donc, il faut avoir un périnée fonctionnel. N'hésitez pas à en parler à vos soignants. Et puis, dia suivante. Bon, ça, je l'ai mis, c'est juste un petit clin d'œil. Grosso modo, c'est un clin d'œil, ça date un peu. Un tiers des femmes qui n'avaient pas de difficultés sexuelles après un cancer du sein avaient changé de partenaire. Mais comme vous avez pu le voir, en règle générale, c'est quand même pas la majorité des gens. Et d'autre part, il n'y a pas que les femmes, quoi. Et il faut aussi un partenaire fonctionnel, il faut un partenaire qui puisse avoir une érection satisfaisante. Et là encore, messieurs, il y a aussi des traitements. Enfin là, c'est absolument pas mon topo. Mais là encore, osez en parler. S'il vous plaît, si jamais vous avez un trouble de l'érection, et je vous rappelle que plus l'âge avance, plus les troubles de l'érection augmentent, grosso modo, à 50 ans, un homme sur deux peut avoir des troubles érectiles, à 60, 60%, à 70 ans, 70%. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne avec l'âge. Et là encore, voilà, c'est pas une fatalité. S'il vous plaît, si jamais ça vous arrive, ne vous recroquevillez pas sur vous. Surtout pas, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses, on peut en parler. Et il y a toujours des solutions qui permettent de trouver une satisfaction sexuelle conjugale. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous avez disparu? On vous entend toujours. On arrive. Vous nous entendez? Moi, j'ai plus la salle. Je vous entends, mais j'ai plus la salle. Ah oui, oui. Alors, je crois qu'on doit bientôt conclure. D'accord. Alors, attendez, j'ai presque plus rien. Ça va être mais bon. nous, on vous entend bien. Nous, on vous entend bien et on a toujours votre topo. D'accord. Donc, je continue. Dia suivante. Là encore, il y a vraiment des grosses différences hommes-femmes, et a fortiori quand il y a eu quelque chose de compliqué comme un cancer du sein, il faut aussi que vous puissiez entendre ça. Messieurs, troisième message. La femme, elle a besoin qu'on l'écoute sans qu'on lui donne de solution. Du genre, votre femme, elle rentre en disant « Oh là là, aujourd'hui c'était compliqué, je me suis sentie fatiguée. » Surtout, vous ne lui trouvez pas de solution. Parce que ça, elle est capable de le faire toute seule. Elle a juste besoin qu'on l'écoute. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un homme, lui, il ne fonctionne pas comme ça. Lui, il fonctionne action-réaction. Il y a un problème, on trouve une solution. S'il vous plaît, là, messieurs, non, ne cherchez pas de solution. Et écoutez votre femme et vous verrez que ça se passera 10 000 fois mieux. Parce qu'elle trouvera ses solutions. Mais elle a besoin qu'on l'écoute. Elle a besoin de parler, d'expliquer, tout ça et tout ça et tout ça. Et inversement, l'homme, effectivement, il a besoin d'acter pour exprimer ses émotions. Donc, c'est vrai que ça fait partie des différences. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Donc, là aussi, l'intimité nourrit la relation affective. Mesdames, vous avez besoin de vous sentir aimée. Mais vous vous sentirez d'autant mieux aimée que vous accepterez d'être stimulante pour monsieur, de lui montrer qu'il vous fait de l'effet et que tout ça peut fonctionner. Là aussi, ça s'appelle la complicité érotique. C'est extrêmement important, même si on ne cherche pas obligatoirement la même chose. Il se trouve qu'à terme, les deux sont beaucoup plus contents. Et donc, l'autre chose aussi que j'avais envie de dire aux messieurs, c'est que de façon générale, l'excitation sexuelle, elle met beaucoup plus longtemps à être efficace chez une femme. Et que donc, il faut beaucoup plus de temps à nous, pauvres femmes, pour arriver au même état d'excitation sexuelle que vous, messieurs, quand vous fonctionnez correctement. Et donc, rappelez-vous qu'il y a besoin de préliminaires, de caresses et de ressentis dans un espace sécurisant où on se sent accueilli et où on se sent désiré pour que tout ça puisse avoir lieu. Après, je dis juste encore un mot, Bénédicte, et après j'ai fini. Je voulais juste dire, dia suivante, un tout petit mot sur la masturbation. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que j'entends très très souvent, c'est que la masturbation, c'est un truc honteux une fois qu'on est en couple. Alors, il y a une chose qu'il faut que vous entendiez. La masturbation, c'est une décharge. C'est-à-dire que voilà, si on se masturbe, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça va apporter un petit soulagement. Évidemment que ça n'a rien à voir avec une satisfaction sexuelle conjugale. Il n'empêche que
ça peut apporter un soulagement. Et la deuxième chose qui est absolument fondamentale, c'est que pour qu'on fonctionne, et qu'on fonctionne le plus longtemps possible, y compris en vieillissant, c'est qu'il faut oxygéner ces corps caverneux. Donc je vous rappelle que les corps caverneux, il y en a chez l'homme dans le pénis, mais pareil pour chez la femme, c'est toutes les branches de son clitoris. Et donc plus vous oxygénez les corps caverneux, plus ça fonctionnera longtemps. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut absolument se masturber, ce n'est pas le problème. Je vous dis juste que ce n'est pas une honte et que c'est une façon, dites-vous, de participer aussi à quelque chose qui permet d'entretenir une bonne fonctionnalité. Et que ce n'est pas une maladie, et que ce n'est pas une perversion, et que ce n'est pas une trahison. Voilà. Je dis à la suivante, je vous remercie pour votre attention. Voilà, Marie, on a remis votre visage. Très bien. Et on vous voit maintenant. Ah, d'accord, ok. Je suis désolée que vous ne voyez plus la salle. Si, ça y est, je vois la salle, là, maintenant, à l'air de nous. Alors, on aimerait bien encore vous poser beaucoup de questions, mais malheureusement, le temps tourne. Et on a encore une table ronde où on aura aussi une gynécologue qui sera présente, qui pourra aussi répondre à certaines questions. Alors, en tout cas, un grand, grand merci. Et puis, si certaines personnes ont besoin de renseignements sur ce qui a été dit, sur les produits qui vous ont été montrés, on est volontiers à disposition pour vous donner les équivalents qui existent aussi en Suisse ou pour regarder avec Madame Veluire s'il y a besoin de renseignements complémentaires. Marie, un grand merci. Hein. Je vous en prie. S'il y avait des questions autres, n'hésitez pas à me les reposer, enfin, ou quand on s'appelle, ou par mail, et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Très bien. Merci, belle soirée à vous.